bonsoir. Merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat chez nous. Ici, on décrypte, on analyse et puis on commente tout avec nos invités. Ce soir, on reste dans l'actualité des 30 ans de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et on parle également de l'actualité récente, l'élection des représentants des professionnels des médias. Nos échanges sur le parcours de l'institution de régulation et les perspectives. Alors, il y a une semaine, les professionnels aux urnes ont élu leurs représentants, une étape de franchie et qui nous plonge dans l'installation prochaine des conseillers de la 7e mandature. Avec le temps couru depuis la première, on verra sur différents plateaux quelles sont les actions, les attentes des professionnels, les enjeux et les défis pour l'institution. Restez avec nous. Sur le grand rendez-vous autour de la thématique parole à l'expert sur l'action de l'institution au service de la régulation et de la protection ou du développement des médias, nous serons en consultation avec Vianney Hassani, journaliste, président du think tank Immédia, Institut pour la modernisation de l'écosystème des médias en Afrique. Et plus loin dans ce programme, en toute franchise, avec un ancien dans les archives de la HAC, son nom figure sur le tableau de la deuxième mandature, professionnel de l'audiovisuel et de la communication, journaliste de la presse écrite. Noël Alagbada fut vice-président. Avec lui, on appréciera le parcours de 30 années de l'institution. Est-elle restée dans la dynamique de sa mission, des changements apportés, quelles peuvent être les perspectives dans la régulation et la protection des médias et des professionnels du métier? Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre de cette thématique qui colle à l'actualité de la 7e mandature. C'est le débat dans un court instant avec les professionnels ici en plateau. Ici, le point de vue de chacun compte. Rudolf Karl, bonsoir. Bonsoir à vous, Christian Adandéjan. Bonsoir aux amis autour du plateau. Ravi de retrouver les téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous sommes aussi ravis de vous retrouver sur le grand rendez-vous. Bonsoir à vous, Omar Salouf. Bonsoir, Christian Adandéjan. Bonsoir aux amis fidèles du grand rendez-vous. On vous retrouve dans un petit instant pour l'édito du jour. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux co-débatteurs et bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans ce moment. Alors, le débat de ce jour, on va parler de notre institution, de l'institution de régulation, de la protection des médias qui passe désormais le cap de la 6e mandature et se prépare pour la 7e. Quels sont les constats? Oui, merci Christian. Garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Veiller au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Garantir l'utilisation équitable et appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d'assurer, le cas échéant, les arbitrages nécessaires. Telles sont entre autres les missions assignées à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, l'une des 5 institutions constitutionnelles du Bénin. Instituée par les articles 24, 142 et 143 de la Constitution du 11 décembre 1990, la HAC va bientôt connaître sa 7e mandature. Le processus électoral ouvert à cet effet a convié les hommes des médias aux urnes le 9 juin dernier pour choisir leurs représentants. À ces 3 conseillers s'ajouteront les 3 conseillers désignés par le président de la République et les 3 conseillers désignés par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est dit que pour une institution censée réguler la presse, seuls 3 conseillers émanent des rangs des professionnels des médias et les 6 autres proviennent des cercles politiques. Pour une institution dite indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association et de tout groupe de pression, de quelque nature que ce soit, 6 des 9 membres sont désignés par les politiques. Depuis la première mandature jusqu'à la 6e qui s'achève, les professionnels des médias sont toujours restés sur leur soif
quant à la prise en compte réelle de leurs attentes avec le sentiment permanent d'avoir une HAC dont leurs représentants leur ont tourné dos après élection. Dans un monde en pleine mutation, où les réseaux sociaux s'érigent en de puissants canaux d'information, la HAC devra se réinventer sans pour autant perdre l'essence de son existence. C'est pourquoi les professionnels des médias en général, et en particulier ceux détenant le droit de vote, devraient poser des questions aux candidats avant d'aller aux urnes dimanche dernier. Que fera la 7e mandature quant à la formation, la professionnalisation et l'épanouissement des hommes de presse que nous sommes au Bénin? Quelles innovations proposeront et défendront les conseillers hommes de presse au cours des 5 prochaines années? Les représentants de la presse vont-ils rompre contact avec leurs confrères une fois installés dans le fauteuil de conseiller? À ces questions qui méritent réponse s'ajoutent bien d'autres. Mais une chose est certaine, les confrères attendent beaucoup de cette mandature. Voilà, les confrères attendent beaucoup de cette mandature. Le débat est ainsi ouvert. On va revenir un peu sur les constats du chroniqueur, les défis qui attendent la 7e mandature qui entrera en fonction très bientôt. Et des questions posées par le chroniqueur, certainement que vous avez des réponses à apporter. Mais avant, ça fait 30 ans de vie pour notre institution, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 30 ans de vie immergée dans la presse, les médias et la communication. Un petit bilan à votre niveau. Je commence par vous, Gabin. Un bilan mitigé pour cette institution qui est censée réguler la profession de professionnel des médias au Bénin. Je pense que depuis que la HAC a été créée, on a comme impression que c'est les politiques qui dictent leurs lois. On n'est pas parvenu véritablement à faire de cette corporation une corporation respectée. C'est l'institution. De la corporation, des journalistes, une corporation respectée. La HAC, plutôt que d'agir pour la défense et la régulation réelle des organes de presse, ne fait rien pratiquement pour aider à sortir de l'ornière. Vous savez, quand vous faites le bilan aujourd'hui au niveau, n'est-ce pas, des médias au Bénin, peu sont ceux qui sont vraiment viables et qui font face aux réalités, aux difficultés du monde. Vous avez vu un peu, c'est vrai qu'on ne va pas jeter tout le tort à l'institution, mais depuis que la HAC a été créée, on a comme impression qu'elle s'est beaucoup plus située dans son rôle de régulation plutôt que de protection même de la liberté de presse au Bénin. Alors qu'est-ce que la HAC fait sur ce plan-là? Le bilan est resté mitigé, mais il y a des raisons qui justifient, qui expliquent peut-être ce constat-là. On y reviendra au cours du débat. D'accord, on va y revenir au cours du débat. Gabin Goubi pense que le bilan est mitigé en 30 années. Quelle est votre appréciation de l'institution? Moi, je vais monter d'un cran. Je dirais que le bilan est plus que mitigé. Mitigé, pour moi, c'est un peu trop gentil avec l'institution. Il faut qu'on dise les choses. Moi, je pense la HAC. La HAC, premièrement, il faut qu'on commence à saluer l'organisation des élections pour envoyer nos confrères dans cette institution. Je leur souhaite plein succès, qu'ils puissent parvenir quand même à faire bouger les lignes, même si c'est utopique de le penser. Alors, la HAC en 30 ans, les premières mandatures de la HAC, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Pour la petite histoire, notre HAC est la première expérience des organes de régulation dans la sous-région, tout au moins que je maîtrise. Moi, il m'est arrivé de faire une mission au Tchad en 2014. J'étais allé là-bas. Je suis allé rencontrer le président de ce qui était en ce moment tout de suite. Voilà, c'était ça. Le Conseil supérieur de la communication, voilà, autant pour moi. J'étais allé le voir dans mes prérogatives de journaliste. On a discuté et quand on a fini les débats off-record
méthode qu'on fait avec nos invités après les interviews. Bon, je discutais avec lui, il me dit, vous êtes de quelle nationalité? Je lui dis, je suis béninois. Et tout de suite, je vois les étoiles scintiller dans ses yeux. Il me dit, ah oui, cette organisation, on l'a mise sur pied sur le modèle béninois. On est allé chez vous au Bénin, on s'est inspiré de ce que vous faites là-bas. Vraiment, c'est magnifique, c'est merveilleux ce que vous avez accompli. Le Bénin est un exemple, c'est une école. Et c'est pas pour la première fois que moi j'entends ce discours-là. Quand moi j'entrais au CESTI à Dakar il y a 20 ans, on s'amusait avec nos professeurs à apprécier la liberté de presse dans les pays. Quand vous venez au Sénégal, bon, les Sénégalais seront d'accord avec moi que les organes de régulation là-bas aujourd'hui, c'est le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, c'est des organes plutôt politiques qui ne défendent pas vraiment la liberté d'expression. Quand vous prenez leur télévision nationale, c'est Radio-Télévision du Sénégal, que les camarades de classe en ce moment ont rebaptisé, jusqu'à présent le nom existe, hein, Rien tous les soirs. Parce qu'en ce moment, c'était en 2004, hein, vous voyez à la télé le président Ouad, son gouvernement, sa famille, donc les gens ne suivaient pas. En ce moment, quand on parlait de la liberté de presse, nous les Béninois, on se bombait plutôt le torse. Oui, parce que chez nous, il y avait quelque chose. Il y avait l'ODEM qui tournait bien, la HAC était un exemple, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Pour vous, c'est pas encore le cas. C'est plus le cas du tout et c'est regrettable de le constater. Les choses vont de mal en pire. Notre HAC, quand on en parle à l'international aujourd'hui, c'est pour dire quoi? Ils ont fermé tel média, ils ont suspendu tel média, des suspensions qui restent définitives. Vous voyez, je pense que tout est à refaire. Les confrères qui vont là-bas... On va parler des confrères tout à l'heure, puisque nous sommes en train de faire le bilan et on va vous présenter le tableau. C'est déjà 6 mandatures. La 7e entrera en fonction très bientôt. La première mandature a couru de 94 à 99 avec René Dossa qui était le président. La deuxième mandature, c'était de 1999 à 2004, présidée par Théophile Paoletti Béhanzin, qui entre-temps est décédé et a été remplacé par Timothée Adanla. La troisième mandature, c'était de 2004 à 2009, présidée par Alisato. La quatrième mandature de 2009 à 2014, c'était Théophile Nata. La cinquième mandature, présidée par Adam Bounitessi, est restée de 2014 à 2009. Et puis la 6e mandature que nous connaissons avec Rémi Prosper Moretti, qui était en place depuis 2019. En juillet prochain, eh bien, le mandat de cette HAC sera bouclé. Mais les réformes, notamment, il y a eu la révision de la Constitution avec ce qui a été introduit, ce qui a été retiré, la possibilité d'aller désormais aux conseillers, notamment les conseillers qui représentent les professionnels des médias, de renouveler leur mandat. Alors, suite à ce réaménagement de calendrier, bien de la manière de faire les choses, quelle est votre lecture, votre appréciation quand on revient un peu sur les constats des deux confrères en plateau? Oui, je dirais simplement que la politique s'en est fortement mêlée. Et au fil des jours, au fil des années, la politique a pris en otage cette HAC-là qui devrait être restée droite dans ses bottes, mais malheureusement, la politique s'en est mêlée parce que c'est un instrument que les politiques veulent coûte que coûte utiliser pour atteindre leurs objectifs, pour ne pas que tout soit dit. Parce que vous connaissez les journalistes, ils disent tout, et tout ce qu'ils voient maintenant, il fallait quelque chose pour leur... Justement, ils disent tout après avoir fait les analyses, les recoupements et tout ce qu'il faut. Voilà, mais ce qui est vrai aussi est que les politiques n'aiment pas qu'on dise tout, quelles que soient vos enquêtes, vos analyses. Les politiques, ils préfèrent que vous fassiez économie de vérité. Donc, il fallait que cette âme-là soit récupérée par la politique, par les politiciens pour remettre un peu les choses. Sinon, on a toujours vu sous Kérékou, comment notre presse était appréciée à l'international, mais avec le temps, ça s'est allé en décrescendo. Avec Yahi, nous avons connu tout ce que nous avons connu avec Talon aujourd'hui. Donc, ça va de mal en pire, comme l'a dit Rudolf Kahl. Et donc, on fait le constat qu'en 30 ans, la HAC n'a pas, les fruits n'ont pas tenu la promesse. Il y a une certaine mutation. En 30 ans, les changements qu'impose
je ne sais pas, justement, la révolution, l'évolution des médias et autres, oui. Oui, justement, dans les réformes, est-ce qu'à un moment donné, on a pris en compte, c'est vrai, ça là, il faut le préciser, récemment, les médias en ligne ont eu des autorisations et tout, c'est une bonne chose parce que ça colle à l'évolution, mais en dehors de ça, qu'est-ce que la HAC fait pour permettre à ce que les médias en ligne soient libres de s'exprimer? Le code du numérique, c'est juste un instrument pour faire davantage peur. Et donc tout ça réuni, ça fait que la HAC n'est pas réellement dans son rôle, elle est dans un rôle politique. Et en dehors de ça, désormais, il faudra 2 mandats. C'était un seul mandat. Je crois qu'un seul mandat serait l'idéal parce que quand tu es conseiller, que tu sois élu ou nommé, tu fais 5 ans, tu passes, tu restes concentré sur ton travail. Mais s'il y a un mandat à renouveler, c'est clair que le travail ne se fera pas comme il le faut. Il faut viser un second mandat. Et donc, le débat a été longuement fait par rapport à cette réforme où on donnait la possibilité. Cette réforme, c'est pas seulement au niveau de la HAC, hein, c'est une réforme inscrite dans la Constitution où, ceux qui sont dans les institutions ont la possibilité de voir leur mandat renouvelé. Mais je pense que pour ce qui est de la HAC, vu que c'est une institution purement technique, normalement, on ne devait pas autoriser le renouvellement de mandat. Parce que, c'est une âme, la HAC, c'est une institution politique comme toutes les autres. Hein. Maintenant, nous, c'est notre institution. Nous, c'est notre institution, on devrait se battre pour que cette institution reste focus sur les défis qu'il y a dans la profession. Moi, je n'accuse pas trop les politiques. Ils sont dans leur rôle. Ils veulent contrôler l'information, c'est leur rôle, parce que si on laisse trop de pouvoir aux journalistes, eux, ça va les empêcher de tourner en rond. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour capturer l'institution? Ils sont arrivés à le faire. Quelle est notre responsabilité en tant que journaliste? Je pense que la faute est entièrement à notre niveau, parce que c'est à nous de mener les combats. Maintenant, le mandat ne devrait pas être renouvelé parce que ça devient un outil où si un conseiller est un peu, il veut revenir, il peut accepter de remplir des missions politiques pour quelqu'un qui a envie de le faire revenir, il peut prendre des missions politiques et remplir, et dans l'espoir d'avoir le soutien de ce politique-là en retour. Alors que s'il n'avait qu'un seul mandat, il sait que ça passe ou ça casse, il sait qu'il est envoyé là-bas par ses confrères, il fait correctement son travail, il sait qu'à la fin, il n'a de compte à rendre à personne, ou du moins qu'à ses confrères, et puis il sait qu'il ne va pas revenir. Ça le libère pour travailler. Vous voyez, c'est comme les acteurs politiques, c'est pas pour rien que le président Talon nous avait promis de faire qu'un seul mandat. Parce que quand vous avez l'objectif du renouvellement, il y a des engagements ou bien des compromis ou des compromissions que vous faites qui ne sont pas les mêmes que si vous ne revenez pas. Oui. Voilà, allez-y. Les professionnels sont allés aux élections. Aujourd'hui, les résultats sont bien connus. Ça a offert la possibilité à certains de renouveler leur mandat. On les a donc jugés sur le travail qui a été abattu au cours du premier mandat. Alors. Le renouvellement, moi, ne me pose pas problème. Vous savez, le législateur a voulu arrimer un peu la possibilité de renouvellement par rapport aux autres institutions. Ce n'est peut-être pas bien qu'au niveau des autres institutions de la République, la possibilité soit donnée aux membres de revenir et qu'au niveau de la HAC, ce soit le contraire. Et ça ne s'explique pas. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Et au contraire, ça va permettre au conseiller qui est élu de se prévaloir d'un bilan. Parce que forcément, si vous ne faites rien, et si les professionnels des médias n'ont pas le sentiment que vous vous occupez réellement des problèmes de la corporation, eh bien, ils ne vont pas vous renouveler le mandat. Je pense que c'est aussi clair sur ça, étant donné que le droit de censure reste toujours dans les mains des professionnels des médias. Le problème ne se pose pas trop, à mon avis. Bon, au-delà des querelles qu'il peut y avoir au plan politique, où on va combattre telle candidature et des problèmes qu'on gère, des problèmes de personnes et tout, je pense que fondamentalement, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, le problème, c'est plutôt... C'est que celui qui a été renouvelé, il a été sur la base d'un mandat. Bon, moi, j'estime que ceux qui ont voté pour lui le créditent quand même d'une
certaine bonne foi. Ils ont vu les efforts qu'il a fournis au cours de son premier mandat. Désormais, je pense que la pression pèse. Ou bien il y a le conseil élu, et s'il a l'ambition de rempiler, eh bien, il se doit de se prévaloir d'actes concrets qu'il aura posés tout au long de sa mandature. C'est vrai que l'institution, quelque peu telle qu'elle est calibrée et telle qu'elle est organisée, ça ne donne pas assez de marge de manœuvre à nos représentants, à nos trois représentants de faire quelque chose. Et je rejoins totalement Karl qui parle de ce que la HAC devrait être une institution purement technique. Et ça, c'est vrai. Parce que les politiques qui sont passées là tout le temps, je pense que ça n'a pas apporté grand-chose à la coopération. Les problèmes sont demeurés. Aujourd'hui, le classement au niveau de l'ONG, Reporters sans frontières, ça va, c'est aller de mal en pis dans le temps. Aujourd'hui, oui, parce que la HAC ne peut pas se dédouaner de cela, parce qu'au-delà de ce qu'on dit, la HAC a l'obligation, a la mission de réguler les médias au Bénin, mais elle a également l'obligation, et c'est là qu'on oublie souvent, de veiller à la protection et à la promotion de la liberté de la presse. Alors, quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui quand on regarde un peu l'environnement médiatique chez nous, au Bénin? Les véritables problèmes, la formation, la professionnalisation, le plein épanouissement des différents acteurs, je vais parler des professionnels eux-mêmes. Oui, tout ça, ça fait partie des problèmes qui se posent. Mais l'autre question, c'est que quand les représentants de la presse vont là-bas, quelles propositions ils font? Quels sont les pouvoirs dont ils disposent pour soutenir leurs propositions? On se pose la question et le temps passe et puis on se rend compte que... Avant qu'il y ait là-bas, il passe par la case élection. Avant la case élection et la campagne électorale. Quels sont les projets qu'ils vendent? Et que deviennent ces projets une fois qu'ils sont là-bas? Quelqu'un a dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Ils viennent faire les promesses, ils viennent faire dérouler un projet ou proposer un projet, mais une fois là-bas, on a tout comme l'impression qu'ils sont assis sur le fauteuil de conseiller. Est-ce que ce n'est pas disproportionné? 9 membres, sur 9 membres, nous ne sommes que 3. C'est pas disproportionné? Justement, je l'ai relevé dans l'édito. Si pour une institution censée réguler la presse, 6 membres émanent du cercle politique, sur les 9, ça pose un problème. Ça ne donne pas la possibilité aux représentants de la presse de faire des propositions, mais il faut les faire quand même. Il faut les faire, ces propositions. L'un des défis de la 7e mandature qui sera mise en place bientôt. Je pense qu'il faut veiller, et cela ne peut jamais se faire sans les politiques. Il faudra veiller à porter ce plaidoyer-là, ou à faire le lobby au niveau des cercles politiques pour que le législateur soit vraiment assuré ou imprégné de la nécessité de faire en sorte que les professionnels des médias soient majoritaires au sein de cette institution. C'est vrai qu'à la décharge du président Patrice Talon, lors de la première mouture de révision de la Constitution qu'il a introduite au Parlement, je pense en 2017, il y avait cette volonté-là, il avait souhaité, et c'était inscrit dans ce projet, que les professionnels des médias soient majoritaires au niveau de la HAC. Bon, on eût été la minorité parlementaire qui a fait valoir son droit de blocage, et bien ce projet-là serait passé. Maintenant, il y a une autre état où justement, en 2019, on pouvait faire venir cela. Maintenant, je me dis, c'est peut-être pas aux politiques de faire notre bonnet à notre place. Qu'est-ce que nous-mêmes, en professionnels des médias, qu'est-ce que nous faisons font justement pour changer la donne, pour porter ce plaidoyer-là, pour que les politiques saisissent ce sujet. Quels sont les problèmes au niveau de la presse? On les connaît tous. Hein. Premièrement, c'est économique. Économique. Les entreprises de presse ne sont pas viables. À l'aide de l'État, la presse. Les hommes politiques, les gouvernants le disent à longueur de journée. Le président Talon a promis des réformes dans le secteur depuis quelques mois. Je ne sais pas où c'en est actuellement. La HAC a fait des séminaires, tout et tout. Mais bon, on attend toujours les résultats. C'est pas viable. Vous savez, la première, moi je dis, dans cette profession, avec l'expérience que j'ai, le premier outil de la liberté de presse, il est économique. Il est économique. Quand quelqu'un vous tient, quand vous n'êtes pas mentalement stable parce que vous n'arrivez pas à boucler les fins de mois,
On n'a pas besoin d'un policier derrière vous avant de vous tenir. Vous voyez, donc le premier combat doit être que les entreprises de presse au Bénin cessent de vivoter et qu'elles vivent finalement. Voilà, on va marquer un arrêt. Dans le prétoire, ici, ce sont les acteurs, les professionnels comme vous et moi qui s'expriment. Ils donnent leur avis sur l'institution et c'est au micro de Mardoché Gounou et de Moufid Sabouran. C'est vrai que j'ai connu la première AC jusqu'à la 6e mandature qui est en train de finir. Mes analyses faites me donnent raison que les 3 premières AC ont véritablement travaillé, même s'il y a beaucoup de conseillers qui sont politiques. Au moins les 3 qui étaient là, qui étaient des médias, avaient quand même pu faire un effort. Je ne sais pas quelle magie ils ont pu quand même récupérer les politiques avec eux pour donner de bons résultats. Je vais donner par exemple un exemple que je connais. Il y avait un bulletin d'information, par exemple, je pense que c'était la 2e mandature, où on était informé de ce qui se passait. Mais depuis, je ne sais plus ce qui s'est passé, on n'a plus ça. C'est comme une porte fermée, on n'a plus d'informations sur ce qui se passe. Et la seule chose qu'on apprend, la RAC a fermé une radio, la RAC a fermé une télévision. Bon, c'est ça qu'on a souvent comme information. Les différentes mandatures qui se sont succédées au niveau de cette institution, ils ont apporté ce qu'il faut. Maintenant, reste à savoir ce qui nous reste à faire, parce que la RAC va toujours rester dans cette posture de régulation ou de suspension des médias dans notre pays, ou soit de prise de décision unilatérale. Vraiment, je pense qu'il y a à revoir au niveau de la RAC. Et la première touche a été faite à travers la révision de la loi organique de cette institution et qui permet aujourd'hui du moins aux conseillers de revenir une nouvelle fois au sein de cette institution. Mais nous attendons beaucoup de la RAC et je ne sais pas les mois, les années à venir, ce que ça va donner, on attend bien de voir. Et la nouvelle mandature, ce que moi je voudrais souhaiter, les doléances des journalistes qui n'ont pas encore été prises en compte, que ces doléances-là soient prises en compte, que nous ayons accès du moins accès à l'information, surtout à l'information, et que surtout les doléances, je persiste là-dessus, les doléances des journalistes, que ces doléances-là soient prises en compte par l'institution de régulation. C'est vrai que les professionnels des médias attendent encore plus de la HAC. Nous avons beaucoup de demandes. On voudrait bien être représenté par des professionnels des médias, rien que des professionnels des médias au niveau de la HAC. Et on espère que pour cette 7e mandature, le gouvernement va entendre ce que nous disons et à la tête de la HAC, on aura un professionnel des médias parce qu'il ne faut qu'un professionnel des médias pour mieux comprendre ce que nous vivons et pour mieux comprendre ce dont nous avons besoin. On n'envoie pas les conseillers pour devenir des guerriers des journalistes. Ils vont là-bas, ils n'ont qu'à savoir qu'ils vont défendre nos intérêts. Et voilà, nous étions dans le prétoire avec les confrères qui se sont exprimés. Vous l'avez constaté, ils sont pratiquement revenus sur tout ce que vous avez ressassé ce matin. On va poursuivre avec vous par rapport à cette 7e mandature qui va s'installer très bientôt. Qu'est-ce qu'elle fera? Est-ce que vous pensez que les différents acteurs que nous avons envoyés auront les moyens nécessaires pour véritablement asseoir leur politique, les projets dont ils sont porteurs? Oui, je pense qu'ils ont au moins une petite marge de manœuvre. Vous savez, c'est souvent trop facile aussi de dire que bon, ils sont minoritaires au sein de l'institution, ils ne pourront pas grand-chose, on va rester sur notre soif. Mais les gens oublient que au moins le conseiller a le privilège d'être président d'une commission. Il y a des commissions au sein de l'institution même et il y a des conseillers qui président
Aujourd'hui, on a un conseiller qui préside, il y a la commission cadre de presse, il y a la commission régulation. En tout cas, il y a un certain nombre de conseillers qui quand même sont présidents au moins des commissions qui contrôlent l'institution. Donc au moins sur ce plan-là, ils peuvent porter des propositions, porter des suggestions, décliner un peu ce qu'ils ont porté dans leur projet de société, parce que j'en ai lu à la faveur de la campagne préalable aux élections qui ont été organisées dimanche dernier. Donc je pense que c'est quand même une fenêtre qui pourrait leur permettre de décliner un peu les ambitions qu'ils portent pour assainir un peu notre corporation. L'autre défi, c'est aussi d'agir quand même pour que le législateur révise un peu le mot de désignation. Le mot de désignation. Parce que quoi qu'on dise, il faut que les professionnels des médias soient majoritaires au sein de l'institution. Qu'on le veuille ou non, la HAC doit rester une institution technique pour véritablement jouer son rôle de régulation et de protection de la liberté de presse au Bénin. Voilà. Et sans quoi on serait là entouré en bruit comme il y a 30 ans. On ne voudrait pas que cette mandature qui va s'installer d'ici le 20 juillet prochain soit une mandature de plus. Une dernière préoccupation, c'est-à-dire un dernier défi que cette HAC-là a relevé, c'est d'œuvrer à l'assainissement. Mais ce défi-là ne compte pas seulement à la HAC. Il y a également nos fêtiers qui doivent veiller à ce que la corporation soit assainie. Nous sommes l'une des professions les mal organisées, je le dis malgré moi, parce que je fais la même constat. N'importe qui rentre dedans, la presse est devenue un tremplin, on ne sait pas qui est web activiste, on ne sait pas qui est influenceur, tout le monde vient s'improviser journaliste. Et puisqu'il y a cette incurie-là qui caractérise la corporation, eh bien les acteurs politiques s'en prévalent, on ne nous considère pratiquement plus. Donc c'est l'un des défis que cette mandature a relevé. Alors, sur ce point, je pense que c'est un problème que la carte de presse doit permettre de résoudre, en fait, parce que c'est la carte de presse qui fait de vous, qui vous donne qui confère le statut de journaliste, même si après ça, il y a d'autres considérations qui complètent. Alors, la carte de presse, bon, avant de l'avoir, il y a un dossier qu'on étudie. Vous devez prouver votre qualité, que vous vivez de cette actualité, de cette activité. Il y a plein de choses. Donc, si vous arrivez à franchir toutes ces étapes-là et que vous avez cette carte, normalement, c'est un facteur qui permet d'assainir déjà le secteur. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, je n'ai pas fait des enquêtes pour savoir si vraiment ce sont aux journalistes effectivement ceux qui vivent de ce métier parchemin. Donc, c'est ça. Et puis, la dernière fois, avec la délivrance de la carte de presse, je n'ai pas compris. C'est vrai que l'ANIP est entrée dans le jeu, mais on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Ou, avant d'avoir la carte de presse, c'était la croix et la bannière. Moi, j'ai demandé ma carte de presse quand l'appel a été lancé en 2022. Il me semble que c'est en mi-2023 que j'ai pu l'avoir. Et quand il fallait que j'ai cette carte de presse, là, on m'a posé des conditions que je trouvais carrément absurdes que la HAC m'en ait. Ça aussi, il faut permettez que j'explique un peu. Moi, je travaille avec des médias étrangers. Bon, une sorte de freelance. J'ai demandé une carte de journaliste indépendant freelance. La HAC a accepté. La carte a été effectivement produite. Maintenant, pour la récupérer, on me demande d'aller dans une rédaction locale pour trouver une attestation de travail. Et ça servira à quoi? Ça sert quoi lors de la demande? Je ne sais pas trop. La HAC m'a en quelque sorte poussé à aller faire du faux parce que je ne travaille pas dans ces organes-là. Je suis allé négocier pour qu'on me délivre la carte. Et pourtant, j'ai dit que moi, j'ai des contrats avec les organes avec lesquels je travaille. Si vous voulez, je peux vous les produire. On m'a dit non, avec ça, tu ne peux pas avoir. Donc, je ne comprends pas trop cette nouvelle dynamique. Il faut que la HAC nous explique ou bien essaye de mettre au point plein de choses. Pour permettre de mieux comprendre. Alors oui, Omar Salouf, avant de vous donner la parole, on va rappeler que nous avons Armand Rossou, catégorie audiovisuelle, qui est réélu pour un deuxième mandat, Basile Chibozo pour la catégorie presse écrite, et puis Lionel Begonoudé, catégorie technicien des télécommunications. Au regard un peu de l'ossature, de la présentation de ceux-là qui vont nous représenter, est-ce que vous pensez qu'ils auront les moyens nécessaires, les coudées franches pour défendre leur projet, apporter des innovations pour que la 7e mandature apporte quelque chose de beaucoup plus vivable pour la presse et les médias? Bon, je l'espère parce que c'est vrai que chacun d'eux avait un projet
Mais comme on le sait, c'était juste des projets, c'était juste des promesses. Nous espérons que dans la mise en œuvre ou bien au cours du mandat, ils auront vraiment les coups des franches. Nous avons vu Basile Chibozo, candidat pour la mandature finissante. Il est revenu en force, il a pu tirer son épingle du jeu. Nous espérons que c'est parce qu'il tient vraiment à apporter une plus-value qu'il est revenu candidat et qu'il s'est fait élire. Nous espérons que c'est parce qu'il veut vraiment assainir, contribuer plutôt à assainir la corporation qu'il a tenu à se faire élire. Sinon que on va rester comme ça, on va les voir passer le mandat et puis on va revenir dire les mêmes choses, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Par rapport à la carte de presse par exemple, je crois que ces professionnels des médias élus doivent mettre à contribution les fêtières, à savoir l'UPMB, le CNPA, le DEM et tout, pour que leurs propositions, pour que leurs idées soient soutenues, fassent objet de lobbying et que le politique ou les politiciens puissent véritablement prendre ça en compte. Ils sont 3, c'est vrai. Ce n'est pas forcément le nombre qui va compter, mais 3 professionnels parmi des politiciens, c'est pas évident qu'ils puissent faire passer leurs propositions. Et nous avons vu beaucoup d'organes de presse en difficulté. Qu'est-ce que nos professionnels, nos représentants ont pu faire, ont pu proposer dans cette situation pour que cette difficulté-là ne soit pas conjuguée au passé? On se pose des questions et puis on va continuer à se poser des questions tant que nous n'aurons pas cette vivacité de nos confrères à apporter une véritable... Quelques dernières secondes. Quand on parle de la HAC, il faut aussi qu'on parle de nos organisations qui nous représentent aussi, parce que là aussi, on a l'impression que ça a baissé de régime. Moi, je me rappelle, l'UPMB avant, quand un journaliste était inquiété, elle se mobilisait, elle faisait des marches. Mais maintenant, on ne voit plus rien de tout ça. On a l'impression que nous avons, dans la corporation, accepté tristement notre sort et qu'on fait avec ce qui... La dernière fois, moi j'ai suivi cette actualité de nos confrères du quotidien d'Abarou à Parakou, où après des mois, cette affaire de casque portait un cadavre, la police est revenue à la charge, on a menotté des confrères. C'est interdit par la loi. Il faut rappeler qu'au Bénin, il n'y a plus de peine privative de liberté pour les journalistes. Donc, menotter un journaliste pour les infractions dans les anciennes professions. Voilà, pour les infractions, oui, c'est de ça que je parle évidemment. Pour les infractions commises dans pour les délits de presse, il n'y a plus de peine privative de liberté. Ça se passe au Bénin, on voit des journalistes en prison et apparemment, il n'y a personne pour rappeler aux autorités que les lois l'interdisent. Même quand on parle du code de numérique, ce que les gens oublient, c'est que ça ne concerne pas les journalistes. Il y a des dispositions qui disent que quand c'est un journaliste qui est en cause, on doit reverser cette affaire dans le cadre du code de l'information. Donc, les choses se passent comme s'il y a plus de vulgarisation des différents postes que nous sommes donnés. Oui, voilà. Il y a tant de choses à faire. Et puis, Christian n'a pas parlé des problèmes économiques des médias. C'est ça le fond, en fait. Les médias aujourd'hui survivent, vivotent, et puis c'est très difficile. Le président Talon nous a promis il y a quelques mois des réformes pour assainir le secteur. Jusqu'à présent, bon, la HAC a fait réunion sur réunion. On ne sait pas où c'en est jusqu'à présent. Nous avons eu ce financement aux partis politiques. Nous espérons aussi un financement pour... Il y avait le fonds qui était créé. L'UPMB, le CNPA et toutes les autres fêtières doivent s'y mettre en tandem avec les élus, pour les 3 élus là, pour que ça passe. Merci beaucoup. On va rappeler que nous avons déjà connu 6 mandatures déjà dépassées, de passer avec 6 différentes équipes, et on va voir le tableau que nous propose la réalisation.
La mandature de la HAC, c'était de 1994 à 1999. Elle était présidée par René Dossa. La deuxième mandature, de 1999 à 2004, présidée par Théophile Paoletti Béanzin, entre-temps décédé. Il a été remplacé par Timothée Dalin. Cette mandature nous offre d'ailleurs notre invité du jour que nous recevrons en toute franchise pour des souvenirs. Il s'agit du doyen Noël Alagbada. La troisième mandature, c'était de 2004 à 2009, présidée par Alisato. La quatrième mandature, présidée par Théophile Nata, c'était de 2009 à 2014. La cinquième mandature, de 2014 à 2019, présidée par Adam Bonitessi. Et puis la sixième mandature, celle-là qui est encore en fonction, présidée par Rémi Prosper Moretti et qui finit son mandat vers la fin du mois de juillet prochain. Voilà un peu ceux-là qui ont présider les différentes mandatures de la HAC. Merci à vous, Omar Salouf. Merci à vous, Rudolf Karl, et merci à vous, Gabin Goubilly, pour le débat sur notre institution de régulation. Allez, nous allons poursuivre avec l'œil de l'expert, la HAC Bénin, 30 ans d'action au service de la régulation et ou de la protection des médias. On en parle dans un instant avec notre expert invité, Vianney Hassani. Nous sommes dans l'œil de l'expert, si vous nous rejoignez. Bienvenue, nous sommes avec notre consultant, Vianney Hassani. Bonsoir. Bonsoir Christian Dalidjan, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Un plaisir également de vous avoir avec nous. Vous êtes journaliste, diplômé du Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg, c'est en France, président du think tank E-Média, l'Institut pour la modernisation de l'écosystème des médias en Afrique. Merci de votre présence sur ce plateau du grand rendez-vous. Alors nous avons 5 questions pour vous. La toute première, 1994-2024, ça fait 30 ans pour la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Elle se trouve actuellement dans un processus de renouvellement de ses membres pour la 7e mandature. Rappelez-nous un peu la raison d'être de l'institution et puis ses missions. Alors la raison d'être de l'institution, c'est de garantir la liberté de la presse, la protection des médias. C'est une institution qui a été inspirée par les participants à la conférence nationale de février 1990 et qui a été inscrite dans la constitution du 11 décembre 1990, laquelle constitution elle-même s'est inspirée sur des modèles de référence, dont notamment la constitution française de 1958, qui créait aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et donc c'est dans l'esprit de l'existence d'une institution qui protège la liberté de la presse, qui protège l'exercice du travail des médias, que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a été donc inspirée par notre conférence nationale, proposée dans la mise en œuvre, créée dans la constitution du 11 décembre 1990 et ensuite mise en œuvre à travers une loi organique qui date de 1992, qui date du 11 août 1992. Laquelle loi organique a été donc révisée, modifiée à travers une nouvelle loi organique qui date cette fois-ci de 2022, donc la loi organique du 5 juillet 2022, puisque la création de la HAC, l'existence de la HAC a été mise en œuvre toujours à travers la constitution révisée de 2019. Alors quelles sont les missions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication? Ces missions sont mises en œuvre ou sont, disons, tracées à travers le titre 3 de la loi organique et à travers notamment l'article 5. Et cet article dispose que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Constitution a pour mission de protéger la liberté de la presse, donc ça c'est de garantir l'exercice de la liberté de la presse, de protéger les médias et ensuite de faire en sorte que les différents citoyens, les associations, les partis politiques puissent avoir une expression possible dans les médias publics et ainsi que les institutions constitutionnelles. Donc voilà grosso modo les missions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Constitution, de la communication, créée par la Constitution, mise en œuvre à travers des lois organiques, dont la plus récente est la loi organique de 2022. Justement, vous avez dans votre prise de parole rappelé un peu les différentes modifications intervenues. Alors,
à travers ces modifications, quelles sont les transformations que nous avons dans le fonctionnement de l'institution depuis 30 ans? Alors, depuis 30 ans, on va dire que c'est essentiellement fait par le biais de la loi organique de 2022 qu'il y a eu une transformation technique évidente. Et cette transformation, cette nouveauté, c'est le renouvellement du mandat des membres, c'est le renouvellement possible du mandat des membres. Sachant que les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont au nombre de 9, sachant que les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont au nombre de 9, il y a 3 qui sont élus par leur pair, ce qui vient d'être fait, donc un représentant de la presse écrite, un représentant de l'audiovisuel et un représentant des techniciens. Ensuite, il y a 3 qui sont élus qui sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale, à savoir un juriste, une personnalité de la société civile et un communicateur. Pareil pour le président de la République. Et donc, le processus qui est en cours en ce moment va permettre, donc, après les élections professionnelles, on attend la nomination par l'Assemblée nationale et par le président de la République. Le changement qui a eu lieu à travers la loi organique de 2022, c'est que désormais, les 9 membres peuvent être reconduits à travers un nouveau mandat de 5 ans. Et ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'un des candidats aux élections professionnelles, notamment le candidat de l'audiovisuel, on attend de voir, Armand Rousseau, on attend de voir s'il en serait de même pour les nominations. Mais il faut dire que l'esprit qui avait induit le fait qu'il s'agisse d'un mandat unique, non révocable et non renouvelable, c'est pour garantir l'indépendance donc des membres, pour qu'ils puissent exercer leur mission de façon, on va dire, neutre, de sorte à ne pas s'attendre à travers des compromissions à ce que ce mandat soit renouvelé. Donc la transformation essentielle qui a eu lieu en 2022, c'est celle-là, mais il faut dire que c'est une transformation qui, en fait, réellement, n'a pas suscité une forte adhésion au sein de la corporation. Et autre remarque qu'on peut faire sur la composition, ça a été relevé par les différents intervenants sur le plateau précédent, c'est que il y a simplement 3 membres qui représentent les professionnels. Mais ce n'est pas forcément l'esprit de la Constitution ni de la loi organique, puisque bien sûr qu'il s'agit d'un organe de régulation et qu'il faut aussi des membres neutres et des techniciens du droit. Donc il est prévu, de par les nominations des institutions, 2 juristes, 2 praticiens de droit et aussi 2 personnalités de la société civile qui peuvent être des membres de partis politiques aussi. Mais les 2 postes de communicateurs, en principe, devraient revenir à des professionnels, à des gens qui ont fait leur preuve à travers leur parcours et qui viendront renforcer le profil des 3 professionnels qui sont là. Donc en réalité, l'esprit de la Constitution et l'esprit de la loi organique, c'est de faire en sorte qu'il y ait au moins 5, puisque même les personnalités de la société civile pourraient être aussi des gens des médias, mais qu'il y ait au moins 5 sur 9 qui émanent de la corporation, qui émanent de l'écosystème des médias et qui, à travers leur parcours, leurs idées, leurs qualités humaines, leur éthique, puissent permettre une régulation saine et efficace, une protection des médias et l'exercice vraiment dans une démocratie digne de ce nom de la liberté de la presse. C'est pour ça qu'il faut dire qu'au total, l'évolution de la HAC depuis 30 ans, puisque c'est ça le fond de votre émission de ce jour, l'évolution de la HAC depuis 30 ans est allée au fur et à mesure, on va dire, des insuffisances aussi de notre démocratie, puisque l'esprit qui a guidé la mise en œuvre de la création de cette institution et ensuite son fonctionnement n'a pas été à la hauteur des attentes, puisque la démocratie aussi, elle est en amélioration continue, même entre 1990 et 2016, où aujourd'hui, c'est vrai, il y a de nouvelles réformes politiques, même entre 1990 et 2016, qui constituent la première étape de notre mise en œuvre démocratique. Eh bien, il y a des insuffisances. Certains ont parlé de démocratie Nescafé. Donc, ce n'a pas été un contexte qui a permis la mise en œuvre vraiment d'un écosystème sain, dynamique et à la hauteur des normes de la profession. Donc, ça joue aussi sur la vie, le fonctionnement de la haute autorité de la communication, ce qui a créé un certain nombre d'insuffisances. Voilà, on va rester toujours sur le mode de désignation des membres. Vous l'avez suffisamment rappelé tout à l'heure, nomination par le président de la République, nomination des membres par le bureau de l'Assemblée nationale. Mais pour la catégorie des professionnels des médias, on
passe au vote, on organise une élection. Est-ce un principe que vous trouvez parfait? Ce n'est pas le principe le plus parfait, mais c'est un principe qui s'est imposé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des insuffisances aussi qui ont été les réalités de la vie de cette corporation-là dans notre pays. J'ai écrit il y a quelques semaines un article dans La Nation où je rappelais que c'était le 10 juin 1994 qu'avaient eu lieu les premières désignations des professionnels des médias pour la haute autorité de la communication. Et je me souviens très bien que c'était sous un hangar de l'ORTB à main levée et que nous avions désigné donc à l'époque ceux qui étaient les plus représentatifs pour nous, ceux qui étaient les plus légitimes. Et pour la presse écrite, c'était M. Innocent Larson qui avait été précédemment directeur de l'agence Bénin Presse. Et pour l'audiovisuel, c'était donc M. Sébastien Agota qui était directeur général adjoint de l'ORTB et président de l'association des journalistes du Bénin, association qui regroupait à l'époque les professionnels des médias qui exerçaient dans les médias publics. Nous étions les pionniers du travail de journaliste à l'époque en tant que collaborateur des médias naissants des années 90 et donc nous avions formé l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin et nous avions désigné un de nos mentors qui certes était du service public, il était directeur de l'agence Bénin Presse, mais il corrigeait la plupart de nos papiers dans les organes privés qui existaient à l'époque. Donc la désignation s'était faite vraiment dans une ambiance bon enfant. On avait choisi les plus légitimes, on avait à main levée, il n'y avait pas de contestation. Mais au fur et à mesure, les ambitions, la précarité qui gouvernait l'exercice du métier dans le pays a fait que être membre de la RAC, être élu, c'était un grand privilège. C'était un grand privilège et la seule voie vraiment de réussite sociale, d'épanouissement pour un certain nombre. C'était donc de mettre les candidats en compétition. Donc du coup, c'était de faire les élections. Et la nouveauté, une des transformations de la loi organique, c'est que désormais, il ne s'agit ni plus de désignation par les membres de la corporation, ni plus d'élections organisées par les membres de la corporation, mais d'une élection organisée cette fois-ci par l'institution nationale en charge des élections, à savoir la Commission électorale nationale autonome, avec l'accompagnement de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Alors nous allons parler ce n'est pas parfait, mais c'est un moindre mal. D'accord, on va parler de régulation, de protection, de développement ou encore d'épanouissement des médias. Quelle action et quel est l'apport de la HAC dans l'espace médiatique aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça apporte un plus? Et à quel niveau? Est-ce au niveau de la régulation, de la protection ou du développement, de l'épanouissement des médias? Alors, en somme, on peut dire que malheureusement, l'évolution de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication depuis 30 ans s'est faite dans une dimension, on va dire, informelle, à l'instar même de la corporation des médias qui est dans, on va dire, dans une réalité informelle. C'est pour ça que moi, depuis quelques années, je me bats, je prône la réforme de l'écosystème des médias au Bénin, en Afrique en général, mais en particulier dans mon pays, le Bénin, sur la base de 3 piliers, à savoir l'excellence dans l'exercice de la profession, la création de modèles économiques pour des entreprises de presse viables, dynamiques et l'épanouissement des professionnels. Donc ce n'est que sur cette base-là qu'on va entrer dans un environnement formel qui va pouvoir aussi formaliser la réalité et le sérieux et la crédibilité de l'exercice donc des missions de la haute autorité de la communication. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un bilan qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Et il faut donc compter sur le fait que désormais, il y a tout au moins une expression d'une volonté politique sur des réformes. Cette volonté politique a été exprimée le 12 janvier 2023 par le président de la République. Il y a, et pour moi, c'est une première satisfaction parce que depuis 4 ans, quand j'ai commencé à parler de réforme et à écrire des articles, à faire des conférences sur la question, beaucoup m'ont dit, mais que toi tu viens de la France, tu veux parler de réforme ici, peut-être que c'est pas seulement en France que tu vas retourner, mais peut-être en Sibérie. Mais quand j'ai entendu le président parler de 12 janvier de réforme, je suis content. Il y a une dynamique désormais sur cette voie-là, et il faut espérer que les prochains membres de la haute autorité de la communication vont prendre à bras le corps cette question avec la volonté politique, avec les accompagnements, pour que la question du développement des médias aussi soit mise en œuvre, à côté d'une bonne régulation et d'une bonne expression de la liberté de la presse. La toute dernière question, l'institution, faut-il penser à la réformer? Vous avez expliqué un peu pourquoi il faut penser à la réformer, mais ça sera pour quand? Alors moi je crois que les chantiers les plus importants, vraiment dans les médias, les chantiers prioritaires, c'est vraiment les chantiers de la réforme. Et ça doit être une conjonction d'énergie, une conjonction de vision et d'action entre la haute autorité et le pouvoir public. Parce que, en réalité, selon l'article 3 de la loi organique, la haute autorité
est une institution indépendante de tout pouvoir politique, mais il ne faut pas se faire d'illusions. L'évolution de l'écosystème dans un environnement formel, tout ça a fait que l'institution, la HAC, a été très politisée. Et moi, je défends le fait que, bien entendu, il faut une loyauté politique vis-à-vis du pouvoir, mais cette loyauté politique ne pourrait être optimisée qu'en garantissant aussi l'intérêt de la profession et l'intérêt de la nation, pour qu'il ne s'agisse pas simplement d'une institution budgétivore qui ne sert à rien, qui sert simplement à caser des gens, mais qui ne permet pas de transformer réellement l'environnement des médias dans le pays et que les médias soient utiles à la nation, que cette institution soit utile à la nation. Donc le chantier prioritaire, c'est les réformes en conjonction entre l'institution et l'autorité politique, et puis à partir de ce moment-là, il faudra mettre en œuvre une nouvelle structure juridique, une nouvelle architecture juridique. Donc un travail entre les parlementaires, un travail entre les membres de l'institution et les parlementaires, et le ministère du Plan et du Développement, et donc le ministère de la Communication, en charge tout au moins de la communication, avec les institutions fêtières de la profession. Donc il faut vraiment coordonner un certain nombre de choses pour que les réformes, pour que ce soit les chantiers prioritaires, et enfin qu'on revienne peut-être à la question du mandat, du nombre de mandats des membres, et qu'on revienne peut-être à la question du mandat unique, qui pourrait être un mandat de 6 ans, et comme c'est le cas pour l'institution qui au départ a inspiré la ACS, à savoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la France, qui est devenu désormais l'ARCOM, l'agence de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, parce que le numérique aussi est un chantier sur lequel notre ACS doit se pencher dans un écosystème. Merci à vous Vianney Assali. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes président du think tank Immédia, l'Institut pour la modernisation de l'écosystème des médias en Afrique. Vous étiez donc notre expert consultant dans l'œil de l'expert. Merci beaucoup. Allez, nous allons à présent donner la parole à un ancien de cette institution, puisque l'émission d'aujourd'hui est spécialement dédiée à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui s'amue pour la nouvelle mandature. On recevra Noël Alagbada en toute franchise pour revenir un peu sur le parcours de cette institution. Restez avec nous. En toute franchise sur le grand rendez-vous et un ancien sur le plateau pour parler un peu de cette institution, professionnel de l'audiovisuel et de la communication. Il fut journaliste de la presse écrite. Noël Alagbada, bonsoir. Bonsoir Christian. Un plaisir de vous avoir avec nous sur le grand rendez-vous. Vice-président de la HAC, deuxième mandature de 1999 à 2004. Vous l'avez fait avec de grands noms de la presse en son temps, Fernand Azokota, qui était de l'audiovisuel. Vous avez fait avec Marcelin Iloubadé, qui était technicien des télécoms, et le président de la HAC était Théophile Paoletti-Bianzin, qui était décédé en cours de mandat, et puis il a été remplacé par Timothée. Dans des souvenirs de cette époque-là? Oui, souvenirs, mais vous permettez d'abord d'avoir une pensée vraiment émue pour ceux qui ne sont plus avec nous, parce que c'est une mandature quand même où, si je compte bien, il y a 2 de mes collègues de la presse qui ne sont plus. Je vais parler de Fernand Azokota et Iloubadé, qui nous sont quittés. Après, avant eux, il y a eu le conseil Bawa Alassane. Oui. Et dernièrement, il y a 2 ou 3 ans, le conseiller Aolonsou Bruno. Donc si on ajoute le président Timothée Adalin, donc c'est une mandature quand même où je ne pourrais pas dire que c'est une hécatombe, mais qui a connu quand même des épreuves du point de vue, disons, ça a pris de service parce que le président Adalin nous a quittés en septembre. Bon, mais je pense que j'ai une pensée vraiment émue pour eux. Et parce que c'est la deuxième mandature. Oui. Deuxième mandature qui avait pour mission de continuer le travail que les pionniers avaient fait. Et à cette période-là, vraiment, je garde encore de très bons souvenirs de nos débats, de nos échanges, qui n'étaient pas toujours, disons, calmes, mais à l'issue de quel quand même, on se voit des décisions. Donc, ce que moi je peux dire pour cette mandature que j'ai connue,
C'était une mandature vraiment où on a beaucoup débattu. On a pris le temps surtout de comprendre pourquoi nous étions là. Et surtout nous les professionnels. Oui. Parce que c'est une institution de l'État. Ce n'est pas une institution de journalistes. Et nous étions là en tant que professionnels, experts, qui devaient apporter quelque chose à côté des autres, bon, qu'on peut qualifier de politique. Et nous, bon, on se considérait comme des experts qui, dans ce domaine-là, devaient apporter quelque chose, devaient laisser leurs traces en quittant la HAC. Surtout que c'est un mandat de 5 ans, et non révocable et non renouvelable. En son temps. Et je pense que aujourd'hui, avec le recul, je pense que nous avons fait ce que nous pouvons faire avec les moyens du bord. Parce que quand moi je fais le bilan, je dis bon, quand je prends l'aide de l'État à la presse privée, c'est dans l'aide de l'État à la presse privée, par exemple, que nous avons mis en place une infrastructure, la maison des médias. La maison des médias. Ça, c'était une décision, disons pas une décision, ça veut dire que nous, les professionnels, quand nous sommes arrivés, on n'avait pas dit que nous avions un programme chacun individuellement, mais avant notre arrivée déjà, il y avait un débat sur comment créer une infrastructure pour que les journalistes aient ça. Et vous avez réussi ce coup? On a réussi ce coup parce que, bon, au départ, c'était un projet, il fallait construire une maison. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et parce que l'État mettant 300 millions dans l'aide de l'État, chaque année, on ne pouvait pas lui demander encore de s'engager dans un investissement. Je dois dire aussi même que certains de nos, vis-à-vis de nos collègues et des médias, je veux parler des patrons de presse et des journalistes, bon, c'était cette vision qu'ils avaient, aller au PIP. Mais nous, rapidement, quand on a fait le tour, des partenaires, on a pensé un peu aux Français, chez qui on était partis, mais qui ont dit non, ils n'investissent pas. Donc l'idée que nous avons eue, on va dire, bon, l'aide est là, on ne peut pas distribuer l'aide comme du petit pain. On peut trouver un moyen pour trouver une cagnotte avant les 5 ans là, pour trouver quelque chose de consistant pour créer quelque chose. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Et les professionnels aujourd'hui sont fiers de ce joyau que vous avez réussi à mettre. Donc là, tout ça au moins on dit bon, c'est là. Et la deuxième chose sur laquelle moi je peux parler, c'est, disons, le statut, pas le statut, disons, et le problème de la rémunération des journalistes, surtout au niveau de la presse privée. On avait senti qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et parce que c'est une jeune presse privée qui naissait, les promoteurs n'avaient pas les moyens. Et pour rémunérer le personnel, on apprenait. De bouche à oreille, bon, on ne nous paie pas, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, on est là. Nous avons une réflexion, on dit, bah, c'est un domaine qu'on a libéralisé. C'est des entreprises qui vont se créer. Qu'est-ce que nous avons dit? Bon, il faut qu'on puisse arriver à avoir, disons, une convention. On n'était pas des rêveurs hein, au niveau de la HAC. Il faut qu'on ait une convention. Et pour cette convention-là, nous allons tout faire pour associer, dans sa réflexion, quoi. On va faire tout faire pour associer les associations qui existaient. Parce qu'il y en avait beaucoup. Hein. Oui. Il y a eu JPB, FEB, tout ça là. La réflexion que nous avons, on a dit, bon, on a mis en place une équipe dirigée par, disons, le juriste de l'équipe, le conseiller Alonsou, et moi qui étais responsable de l'aide à la presse privée. On a fait appel à celui qui a été entendu, un des responsables. Et lui aussi, il n'est plus là aujourd'hui, un collègue, je veux parler de... Pourquoi son nom m'échappe maintenant? Il était de votre mandature? Non, il n'était pas de mandature. Lui, il était au niveau des professionnels. Au niveau des professionnels. À Pauvre Célestin. Juriste aussi. On l'a mis en contact avec le conseiller. Et ils ont réfléchi ensemble pour sortir la convention. Et
il fallait financer la réflexion sur la Convention. Donc c'est dans l'aide de l'État à la presse privée aussi que nous avons trouvé les ressources pour que chaque association regroupe ces gens pour accepter. Et quand on a fait le travail de base, nous, on n'avait pas fini de faire ça quand on est parti, mais c'était tellement avancé que la mandature qui a suivi après a continué. Ils ont pu associer le ministère du Travail, parce qu'on ne peut pas parler de ça, le ministère du Travail a été associé, a été celui qui a conduit la réflexion jusqu'à la fin. Donc, la convention a été adoptée. Bon, c'est vrai que son application ça a posé problème. Mais ça a été adopté. Donc, si je veux parler, c'est un travail. Je peux dire que c'est au niveau de la deuxième mandature. C'est ce que nous avons pu faire. Bon, et puis, pour le reste, la régulation et autres, là aussi, on s'y est mis aussi. Alors, vous avez véritablement, ça n'a pas été donc de tout repos pour votre mandature. Vous avez apporté beaucoup de choses pour changer un peu l'environnement médiatique. Oui, disons, la profession, redonner une valeur à la profession. Voilà, c'est-à-dire poser au moins les bases. Poser au moins les bases pour que, surtout en ce qui concerne l'infrastructure que devaient accueillir les journalistes, on a vu les associations. Il y avait déjà, il n'avait pas encore l'UPMB en tant que tel, mais il y avait des associations, il y avait l'ODEM, il y avait le patronat, qui louait des sièges à travers la ville. Donc, on dit cela, il faut qu'on puisse, et c'était même mieux pour nous, qu'on puisse les regrouper à un endroit. Et je vous assure, c'est eux-mêmes qui ont trouvé là où ils sont à l'heure actuelle. Je ne veux pas faire dévoiler un secret en disant que, et je pense que les choses ont été bien faites, que le conseiller qui a conduit ça, je veux parler de M. Agapit Napoléon. C'est lui qui est venu après moi et il était au courant de tout cela et il a pu conduire le reste. Alors, dites-nous un peu, comment êtes-vous venu à la HAC en cette année 1999? Élu. Vous avez été élu? Oui, j'ai été élu. Et, bon, j'ai été élu deuxième mandature. Et mon élection à moi, et disons que c'est... J'ai été pratiquement, disons, adoubé par les confrères de la presse écrite. Bon, c'est la deuxième mandature, hein? Oui. Et compte tenu des critères, j'étais dans la position. Et il faut dire aussi que j'occupais un poste avant d'arriver à la HAC. C'était lequel? Quand j'étais sur là, j'ai été directeur de la presse écrite. Et là, j'avais beaucoup de contacts avec les rédactions. Et pratiquement, j'étais avec eux. Donc, quand il s'agit de renouveler, le choix s'est porté automatiquement sur moi. Et je ne peux même pas dire que, bon, j'ai regardé, que j'ai fait campagne. Le choix s'est porté automatiquement sur moi. Sur votre personne? Et oui, sur ma personne. Et il y a même eu disons je ne peux pas dire c'est des anecdotes ou bien que quand d'autres étaient partis en campagne, dans les rédactions, quand ils ont fini de se présenter, il y a des responsables de rédaction qui leur disent « Ah, on vous a écouté, mais nous avons déjà un candidat. » C'est notre doyen à la voix de Noël. Il est déjà notre candidat. Si vous pouvez aller vous attendre avec lui pour revenir, mais nous l'avons déjà porté notre choix sur lui. Donc, disons qu'il y a eu, bon, celui qui m'a précédé, il a parlé de comment les élections se faisaient dans la coalition là. C'est la même chose. C'est la même chose. Il a été plébiscité. Il a été plébiscité. Et quand vous êtes plébiscité, il faut donc avoir une idée de ce que vous devez aller faire là-bas. Alors, c'était donc la deuxième mandature de la HAC en ce moment. Qu'avez-vous hérité de la toute première mandature, qu'on peut considérer comme la mandature de pionniers, ceux qui ont travaillé à asseoir la HAC? Ah oui, je pense que ce qu'on a hérité d'eux, ils ont vraiment posé les bases selon nous. Je peux citer au moins 2 ou 3 domaines. Oui, allez-y. Le problème de l'accès équitable aux médias de service public, ils l'ont réglé à travers un texte, une décision, qui fait que les médias de service public
sont ouverts à tout le monde. Ce n'est plus le gouvernement qui va monopoliser ce média-là. Ils ont fait un texte qu'ils ont commencé à appliquer. Et quand nous sommes arrivés, ce texte-là, nous l'avons amélioré. Deuxième chose, ils ont pu procéder à la nomination, à la proposition, c'est pas la nomination, à la proposition de nomination des directeurs des organes de service public, comme la loi organique le proposait. Et cela s'est passé assez bien. Ça s'est passé bien. Bon, nous, ce texte-là, quand on est arrivé, on a trouvé que c'était une première expérience qu'il fallait continuer et améliorer. Bon, mais il y a un problème là-bas parce que quand nous on a pensé à améliorer ça, la réflexion, il faut toujours mêler ça. Puisque c'est la HAC qui conduit tout le processus pour faire les nominations. C'est-à-dire vous prenez la décision, vous publiez, tous ceux qui sont candidats se présentent, et quand la décision est publiée, même s'il y a des institutions d'État qui doivent s'attaquer à ça, ils s'attaquent. Ça n'a pas été le cas. Bon. Nous, on a estimé que, comme la HAC nous donne la possibilité de faire la proposition là, nous allons proposer ce que nous considérons comme les meilleurs. Les meilleurs, ça veut dire qu'un seul nom. C'est l'ORTB, directeur général de l'ORTB, c'est la radio, la télévision, le Radio Parakou, c'est le quotidien national, et puis l'agence Benepresse. Il se trouve que sur, disons, la proposition concernant le directeur général de l'ORTB, on n'arrivait pas à s'entendre avec le gouvernement. On n'arrivait pas à s'entendre pour cela. Bon, je ne veux pas revenir sur la même. Toujours ce qui est dit, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement a nommé parmi les propositions. Et il n'a pas nommé, disons, le premier. Bon, ça a été objet de délibération au niveau de la HAC même. Hein. Comment est-ce qu'on doit faire? Bon, le président de la HAC, je peux vous dire que il y a des choses que le président de la HAC a jugé utile de saisir la Cour constitutionnelle, appuyant cela par un citoyen. Mais quand la Cour nous a répondu, et ça a permis de clarifier. La Cour nous a répondu que les propositions à nomination peuvent être considérées comme un avis. La proposition à nomination ne veut pas dire nomination, c'est un avis. Donc, l'institution est tenue de proposer une liste dans laquelle celui qui a le pouvoir de nomination doit choisir. Donc, à ce niveau-là, nous avons pensé que nous avons clarifié le débat en ce qui concerne cette question de nomination. Et c'est resté. Et c'est resté. Et c'est resté jusqu'à là. Ça se passe comme ça. D'accord. On va marquer une pause avec ce que nous appelons la cassette. Oui. C'est histoire de vous proposer de revivre une certaine époque de la HAC avec les archives que nous avons à notre disposition. En quelques minutes, je vous propose donc de suivre la cassette. On rembobine. Je voudrais remercier sincèrement le chef de l'État, président de la République, Dr Boni Yayi, pour s'être saisi personnellement du dossier. C'est dans ce cadre que le vendredi 2 octobre dernier, malgré son agenda national et international chargé, il nous a reçus pour des échanges fructueux. Conformément à ce qu'il a promis, 4 jours après, cette volonté du chef de l'État s'est à nouveau manifestée au Conseil des ministres auquel le bureau de la HAC a été convié. Le séminaire dont nous procédons ce matin à l'ouverture des travaux a pour objectif essentiel de permettre aux conseillers et au cadre de la HAC de passer en revue les expériences des élections présidentielles et de valider le chronogramme détaillé des activités à mener au cours de cette période très sensible. Tout cela au regard des tests en vigueur, principalement
le code électoral et la loi sur l'information et la communication. Dans le but de rappeler aux professionnels des médias les comportements adoptés pendant la période de pré-campagne électorale que la présente rencontre est organisée. Dans ce cadre d'ailleurs, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, dans sa décision du 28 novembre 2015, fait le point des dispositions à prendre au cours de cette période. Lesquelles dispositions relèvent des différents tests et règlements qui régissent la corporation des journalistes. Nous prenons une période, au moins 4 mois, pour cadrer un peu les dérapages. Puisque les hommes politiques viennent vous voir, vous actuellement, c'est un moment où vous devez faire des rentrées financières. Mais tâchez de le leur dire. Essayez d'insérer les clauses qui vont leur permettre que tout ce que vous relayez là-bas, que tout le monde est diffusé. Parce que c'est eux-mêmes là qui sont restés à l'Assemblée pour prendre les lois. C'est eux. Notre cher pays, le Bénin, a opté pour une campagne exclusivement médiatique. Je voudrais ici et maintenant saluer les initiatives du gouvernement et de son chef qui gère cette crise avec méthode, célérité et réalisme. Je voudrais aussi, au nom des conseillers de la HAC et en mon nom propre, saluer le chef de l'État pour la confiance placée en notre institution et pour les grands efforts matériels et financiers consentis pour l'organisation de cette campagne exclusivement médiatique. Chers professionnels des médias, nous sommes au thème de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivies. Je vous en remercie et vous exhorte à maintenir le cap. Et voilà, Noël à l'Aguada, c'était pour nous rappeler un peu que chaque équipe de passage à la HAC a réussi à faire. Sauf que vous n'avez pas pu trouver nos archives. À votre niveau aussi, on avait fait la surprise pour vous montrer un peu ce que vous aviez fait en son temps. Oui. Mais c'est quand même bien que vous nous ayez rappelé tout le travail que vous avez abattu. Mais on va continuer avec nos échanges. La question des auditions publiques en son temps, est-ce que vous en avez fait? Non, on n'a pas pu faire les auditions publiques. Mais c'était dans la loi organique prévoit ça. Parce que la loi organique prévoit que la haute autorité de la communication peut siéger en tant que conseil de discipline pour les journalistes. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, je pense que nous, on ne l'a pas fait. Parce que nous ne nous sommes pas trouvés, nous je pense, dans la situation où nous pensions qu'il y avait eu, bon, disons, un cas qui devait nous amener à convoquer les responsables d'articles et à les écouter avant de prendre une sanction. Mais ça ne veut pas dire que le travail de suivi ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Le travail de suivi se faisait à travers, disons, les cellules techniques que nous avons. Et en général, quand nous finissons, quand les cadres, parce que tous les jours, ils sont chargés d'écouter. Et c'est nous qui avons finalisé la cabine d'écoute. Ce que je sais, c'est qu'au moins, pour toute la ville de Cotonou aux environs, l'écoute était systématique. Et la loi organique fait obligation aux journaux écrits de déposer un exemplaire. Ils les déposaient. Et chaque matin, nos techniciens les dépouillent et ça remonte à la commission d'éthique et de déontologie. Nous, les principes qu'on a adoptés, on les saisissait directement. On peut les appeler par voie de téléphone. Ou bien, on sort un communiqué qui va directement à leur direction pour leur faire les mises
les mises en demeure qui s'imposent. D'accord. Alors, cela a peut-être contribué à rendre beaucoup plus professionnelle la profession. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes fiers quand vous regardez un peu ce qui se fait. Oui. Mais à la longue, on a constaté quand même qu'il y a certaines décisions qui sont prises par les différentes HAC, des mises en demeure, des suspensions, jusqu'à la fermeture de certains organes. Quel est le regard que vous portez sur tout ça? Oui, le regard que je porte sur tout ça, et moi je pense que il faut prendre la HAC pour ce qu'elle est. Et je veux dire que c'est encore une institution encore en construction. Après 30 ans? Oui, ce n'est pas beaucoup. 30 ans, ce n'est pas peu. Et surtout dans les conditions, bon, jusqu'à ce que maintenant il y a eu ce renouvellement-là de mandat une fois. En 5 ans, on ne peut pas tout faire. Et souvent, on peut se trouver dans des cas d'urgence. Mais ça dépend de la perception que chaque conseiller a et de la manière dont les débats se font. Parce qu'en général, les décisions ne se prennent pas par un seul individu. Les conseillers se réunissent toujours. Même dans les cas de suspension, quand ça arrive, c'est la loi organique qui donne la possibilité au président de le faire. Mais dans les 5 jours qui suivent, le conseil doit se prononcer. Ça donne le temps à celui qui a été indexé, mais sanctionné aussi, de pouvoir réagir parce que les décisions de la HAC ne sont pas sans recours. On peut les attaquer au niveau de la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Voilà. Alors aujourd'hui, les aspects positifs, peut-être les aspects négatifs, quand vous regardez le fonctionnement de la HAC, quels sont les aspects à corriger? Les aspects à corriger, puisque vous me posez la question directement, je pense qu'il faut faire de telle sorte que la HAC, par rapport à sa mission de suivi des organes de presse, et trouve le mécanisme d'un suivi plus rigoureux pour prévenir, avant d'en arriver aux décisions extrêmes qui concernent la fermeture. Mais je peux vous dire, nous, par exemple, on n'a pas eu à avoir ce recours-là parce que ça fait peut-être 30 ans. Mais je me rappelle toujours que quand nous sommes arrivés, on a eu le cas de Radio Planète, qui faisait des émissions humoristiques et qui, quand on les écoute, peuvent être interprétées comme des violations de la déontologie. Mais nous, on les a toujours, après chaque émission, on entrait en contact avec eux pour dire tel aspect de telle émission-là, ça ne va pas. Il faut corriger. Je peux même dire, maintenant, 20 ans après, je peux le dire. Il y a eu un responsable du service de renseignement qui est rentré en contact avec la HAC. Et ça, c'est tout au début. Avec une fiche destinée au président de la République par rapport à l'émission. Aux émissions, c'était Bébé Info, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai assuré l'intérim à ce moment, quand le président Paul-Loti était décédé, et puis il n'avait pas encore de nouveau président. Quand je l'ai reçu, je l'ai écouté, j'ai eu même la copie de sa fiche. Mais je lui ai fait lire le texte qui organise les saisines, à savoir que c'est celui qui est indexé, ou l'institut qui est indexé, qui fait la saisine, qui explique. Donc sa démarche vis-à-vis de la HAC là n'est pas recevable. Il faut qu'il retourne. Il est parti, mais il n'a pas eu de suite. Il n'a pas eu de suite. Mais immédiatement, moi, en tant que chargé de l'éthique et de la déontologie, dans ma position, j'ai eu à, disons, à faire une mise en garde verbale. À l'organe. À l'organe. Voilà. Donc, il y a des initiatives que les conseils peuvent prendre directement, eux-mêmes.
et collectivement. D'accord. On est pratiquement à la fin là. Oui. Dans ton temps, quel acte pensez-vous que le Bénin aura et laquelle souhaitez-vous? Je souhaite dans 30 ans qu'on ait une AC vraiment, disons, qui du point de vue et disons de la régulation des médias aurait élaboré sur la base de l'expérience des textes qui vont rentrer dans, disons, ce qu'on peut appeler de façon juridique, quoi. C'est-à-dire que la gestion des médias sur le plan juridique, parce qu'une réflexion doit se mener à la HAC là-bas, sur le plan juridique, au regard de tout ce que nous voyons là. Qu'est-ce qu'il faut retenir et qu'est-ce qu'il ne faut pas retenir? Aujourd'hui, il y a l'impression que cette réflexion-là n'est pas encore menée. Et c'est une des lacunes au niveau de la HAC, ça, parce que moi, quand je suis arrivé à la HAC, je me suis rendu compte que c'est une institution où tous les jours, les conseillers doivent réfléchir. Les journalistes doivent réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un journal. Quand il dit quoi qu'un journal, quand il lit un journal, quand il écoute un journal télévisé, il regarde un journal, quand il regarde un journal télévisé, il écoute un journal parler, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut corriger au regard des réalités du Bénin? Donc ce travail-là, je pense que la HAC, puisque on a la chance qu'il y a à la HAC, il y a tout. Il y a les journalistes à côté d'eux, il y a les juristes. Ce travail-là, le droit positif de la presse, le droit positif de la presse au Bénin, le statut des professionnels des médias, je ne dis pas des communicateurs, le statut des professionnels des médias, leur rémunération, tout ce travail-là, je pense que ça revient à la HAC. D'accord, on vous aura entendu Noël Alagbada, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un professionnel de l'audiovisuel et de la communication et que vous avez été journaliste de la presse écrite, vice-président de la HAC, deuxième mandature. Merci de votre contribution à la discussion de ce jour. C'est moi que vous remercie sur la thématique, pour cette invitation-là et je vous remercie aussi pour cette émission parce qu'il fallait la faire parce que 30 ans après quand même, il faut s'arrêter. C'est une génération. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la profession aujourd'hui qui parlent de la HAC sans savoir ce que c'est effectivement. Justement. Il y a des gens, ce n'est pas de leur faute. Et il y a aussi le fait que la HAC n'a pas de publication. Nous, de notre temps, on avait commencé à faire une publication, on appelle le régulateur. J'ai un exemple ici, le régulateur qui fait... On peut voir ça. Le régulateur qui fait le point des activités de la HAC. Et les décisions qui sont prises. Comment la HAC a travaillé. Merci beaucoup. Quand on est parti, ça s'est arrêté. Donc, il faut une publication. Il faut une publication pour que, quand les gens veulent parler, veulent critiquer, ils ont en main un document sur la base desquels ils font le travail. Merci. Donc ça manque pour le travail de la HAC. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous, Noël Alagbada. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de votre attention sur cette émission. C'était donc le grand rendez-vous. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain. Portez-vous bien et au prochain numéro.